Madame, Monsieur, bonsoir, bienvenue dans notre invité. Cette semaine, le chef de l'État, Abdelaziz Bouteflika, a inauguré à Alger la mosquée Ketchaoua, restaurée, un monument historique, vous le savez, mais aussi la nouvelle station de métro de la place des Martyrs, située dans la zone de l'antique cité d'Icosium, dont des vestiges ont été découverts en 2013. C'est dire la richesse patrimoniale de notre pays. La question de sa préservation et sa valorisation est passée au rang de priorité pour les pouvoirs publics, mais la politique nationale en la matière n'a pas toujours donné les résultats attendus sur des sites importants, des sites culturels importants, notamment qui attendent de sortir de l'oubli. On en parle ce soir avec notre invité Abdelwahab Zekar, directeur général de l'Office national de gestion et d'exploitation des biens culturels protégés. Bonsoir Monsieur Zekar. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci pour l'invitation. Alors est-ce que justement ce projet aujourd'hui est livré de restauration de la mosquée Ketchaoua, elle était très attendue, et par extension l'immense projet, le projet complexe de la restauration de la Casbah, puisqu'ils sont imbriqués, les deux sont imbriqués, c'est un tout. Et qui commence lui aussi, on va le voir, à donner ses fruits, sont le résultat d'une volonté politique, cette fois confirmée, de prendre en charge réellement la préservation du patrimoine. C'est ça, c'est exactement ça, c'est début 2000. C'est ça, ça a commencé là, juste après la loi sur le patrimoine 98-04. Et à partir de 2003, une série de batteries de textes qui commencent à descendre, des textes d'application, des décrets exécutifs, qui nous ont permis, contrairement au passé, de pouvoir passer à l'action. Donc, suite à cela, on peut dire que les premières actions fortes, c'est à partir de 2005-2006. D'accord, 2006, c'est la réoccupation de la citadelle d'Alger avec un souffle nouveau, avec un bureau d'études. Mais le projet a commencé en 2007 réellement. Oui. Mais le choix des bureaux, etc., la préparation et tout, c'est à peu près 2006. Donc, et puis 2007, c'est le plan permanent de sauvegarde. C'est ça qui est important. À l'époque, avant que je sois directeur, j'étais chef de projet du plan de sauvegarde. Mais alors, lorsqu'on parle justement de préservation des biens culturels protégés, on ne parle que de la Casbah, que de certains monuments et sites historiques, et on en oublie d'autres. Oui, c'est le point focal, c'est-à-dire c'est une espèce de locomotive, parce que les gens n'y croient pas. Vous comprenez ? Le citoyen n'y croit pas vraiment, à part certaines exceptions. Il n'y croyait pas et il faut qu'il voit pourquoi. Hein. Mais d'autres villes comme Constantine, comme Oran, comme Tlemcen et tout, attendaient Alger. Alger a eu son plan en 2011, achevé en 2010, 11 validé par la PE, en 2012 par le gouvernement, parce que ça dépasse les 50 000 habitants. Et puis, à partir de 2012, on avait ce plan. Et ben, une année, 2 ans après, Constantine a eu son plan. C'est-à-dire elle a suivi le même chemin qu'Alger. Tlemcen aussi. Donc il a fallu commencer quelque part. Il fallait une locomotive. Et la Casbah était un début. Absolument. C'était un début, c'est une première. C'est le premier plan de sauvegarde d'Algérie. Le premier. Il y en a un qui est en train de se faire actuellement à Ouargla. Oui. Là, le CID aussi commence à prendre l'exemple aussi, et ils veulent absolument... Ça, c'est les sites vivants, c'est-à-dire les villes vivantes, Médina, qui ont besoin de ce plan permanent de sauvegarde. Hein. Sinon, on ne peut pas les gérer avec les instruments d'urbanisme. C'est pas possible. C'est ce qui se faisait avant. Oui. Avant la 98, c'était ça. On applique le... C'est ce qui a conduit d'ailleurs un petit peu à la perte... C'est ça, c'est l'introduction du béton, c'est... Voilà. Oui. Et maintenant, ce n'est plus possible. Voilà, donc il y a ces plans, il y a 23 secteurs sauvegardés en Algérie actuellement, on est arrivé à ce stade-là. Alors, on va arriver un petit peu aux chiffres, mais avant cela, on sait qu'il y a eu à peu près 40 ans de négligence en matière de préservation du patrimoine historique et culturel. Va-t-on le rattraper justement ce temps aujourd'hui, qui lui aussi pose un défi à ces monuments? On sait que l'Algérie est un pays immense, avec d'immenses richesses historiques. Va-t-on pouvoir le rattraper avant qu'il n'y ait des pertes plutôt irrécupérables? C'est ça. Je suis optimiste, j'y crois. Il faut que plusieurs machines se mettent en place. Parce qu'il n'y a pas que la machine culture, simplement. Oui, c'est le cas. C'est le cas, je vous le dis, c'est le cas. Et l'occasion, ça a été la manne pétrolière, un peu. Hein. C'était le bahbouha, comme on dit, la période où il y avait de l'argent.
Et c'était possible. Donc avant, c'était pas possible. Il y avait d'autres priorités. Oui. Logement, chômage, boulot, tout ça, commerce. Et puis là, c'était possible, justement. Ça a déclenché à cette époque-là quand le baril de pétrole était bien élevé. Et on en a profité. C'est-à-dire, on en a profité à l'époque et on a ramassé, on a mis en place des plans. On a décroché des enveloppes, etc. Et puis ça a déclenché. Avant, il y avait des interventions sur les sites et monuments. Mais c'était avec quelques petits dinars. C'est-à-dire, ce n'était pas des grosses sommes. C'était juste des petites actions d'entretien. Vraiment, c'était pour... c'était pas du tout de la Qu'est-ce qui a été fait justement de remarquable pendant l'embellie financière dont vous parlez? Alors, c'est le déclenchement du plan. Sur le plan national. Hein. Attendez, je vais de la capitale, je vais déclenchement du plan. La citadelle, qui est très très bien avancée maintenant. Nous avons tous les chantiers qui sont en cours. Il y a de grands palais qui ont commencé aussi à être pris en charge. Il y a le Hassan Pacha que vous connaissez. On va détailler après pour la Casbah. Oui, si vous voulez. Maintenant, on va ailleurs. L'événement Tlemcen, capitale de la culture islamique, 2011. Là aussi, c'était l'occasion à jamais. C'était un événement international. Il y avait beaucoup d'argent aussi qui a été mis. 87 monuments ont été pris en charge. C'est la première fois que la ville de Tlemcen connaît un événement pareil. C'était une capitale, Tlemcen, au temps des Iyanides. Et donc, on en a profité. C'était aller visiter Tlemcen. Maintenant, elle est classée 2e dans le top 10 en visiteurs, juste après Tipaza. Il y avait Tlemcen, Constantine, capitale de la culture arabe, 2015 aussi. Là aussi, il y a eu une manne d'argent. Il y a eu des projets aussi qui ont été lancés. Certains d'entre eux sont achevés, comme 2 ou 3 mosquées. Sinon, on a eu des problèmes administratifs qui ont bloqué la machine. Il y a d'autres opérations. Vous évoquez le cas de Constantine. Oui. Il y a aujourd'hui la Souiqa, qui est un peu l'équivalent de la Casbah et qui, elle aussi, demande à être restaurée et prise en charge, mais qui ne l'est pas réellement. Ben, il y a une résistance. Certains points de la On a eu des petits problèmes administratifs, c'est jusqu'à présent, hein, c'est pas encore réglé, mais je pense que ça va aboutir. Il faut que les gens s'habituent, il faut que les administrations aussi prennent le pli, quoi, et il faut qu'ils s'y mettent sérieusement. Il faut qu'ils comprennent que c'est une perle comme celle-ci sur un rocher unique au monde. Ça ne peut pas se rater. Ça ne peut pas se rater. Il y a une résistance locale, c'est-à-dire les commerçants, ou bien, vous savez, la Souiqa de Constantine n'est pas fréquentée par les Constantinois. Les vendeurs, les commerçants, tout ça, ils viennent d'ailleurs. Et donc, eux, c'est faire du commerce. Il est peut-être aussi là le problème. Oui, ils ne il y a sont une pas résistance très conscients de l'importance de forte. Oui, très forte. De ce site. À la Casbah, c'est une autre résistance. C'est les squatteurs. Comme la Casbah est considérée comme un centre de transit, donc... Ils font tout pour que ça ne se restaure pas, que les maisons tombent et tout. Maintenant, on va ailleurs. On va à Oran. Oran, il n'y a pas eu d'action encore. Il y a Sidi El Houari qui a été classé. Il y a 2021 qui arrive, les Jeux méditerranéens. Donc, c'est l'occasion aussi. Donc, on va sauter sur ça pour pouvoir restaurer. Il y a la mosquée du Pacha qui a commencé en étude. Le palais du Bey, bientôt. C'est financé aussi par nos amis turcs qui vont faire la même chose que la mosquée Ketchawa. On va profiter aussi pour former des jeunes là-bas, de tous les bords. Il y a Tlemcen, bon, vous connaissez, il y a d'autres wilayas qui commencent à bouger. Alors aujourd'hui, il y a parfois peut-être le problème de financement qui peut se poser, puisque nous ne sommes plus dans une période d'embellie financière. Est-ce que certains projets ont peut-être été gelés à cause de ça, en plus de la bureaucratie, pardon, et de la lourde bureaucratie dont se plaignent souvent les gens qui s'occupent justement de ces monuments et du manque de volonté, notamment des mairies, des élus locaux qui sont normalement interpellés en premier lieu par rapport à la préservation du patrimoine. Vous avez tapé dans le mille. La mairie, l'élu. J'étais un élu local. Entre 1997 et 2002, j'étais maire d'une commune à Alger. Et je connais les esprits. Je sais comment réfléchit la mairie, comment fonctionne la mairie. Ils ne sont pas du tout dans le coup. Il y a 2 articles dans le code communal, même le code de wilaya, qui oblige le président d'APC, il est le premier responsable des monuments historiques qui sont sur son territoire. Classé ou pas classé. Tout ce qui est attrait à l'histoire, il doit le préserver, il doit faire toutes les actions pour justement protéger. Ils ne le font pas. Certains le font vraiment rare les gens. Donc ça, c'est le grand partenaire absent sur le terrain par rapport au patrimoine.
La culture ne peut pas toute seule. Le ministère culture ne peut pas. S'il n'y a pas les mairies, s'il n'y a pas l'habitat, parce que l'habitat aussi gère le territoire, s'il n'y a pas le ministère de l'Environnement... C'est multisectoriel en fait. Multisectoriel. Multisectoriel. Alors, il y a et le manque de coordination peut-être aussi entre ces secteurs-là. Alors là, oui. Là, on l'a appris. Enfin, on l'a appris. On sait que c'est obligatoire. Ça doit se faire. Mais avec la conférence internationale qui a eu lieu à Alger, sur la Casbah d'Alger, là, la leçon, c'était ça. C'est l'intersectorialité, la coordination. Oui. Le Wali d'Alger, il a mis en place, sur place, il a mis en place un comité de coordination permanent qui siège avec des sous-comités et ça fonctionne. Ça fonctionne et d'autres wilayas devraient faire la même chose. Alors, vous avez dit qu'il n'y a plus d'argent. Oui, justement. Oui. Par rapport alors là, justement, le ministre de la Culture a parlé de cet aspect-là. Et puis, quand nous sommes sur des villes où la majorité des biens sont privés, Casbah c'est 80%, oui. Constantine c'est la même chose, et donc le privé doit mettre la main à la poche. Là, il y a le privé propriétaire, et il y a aussi l'investisseur qui est intéressé. Bien sûr, il faut le convaincre, il faut lui montrer les créneaux, c'est-à-dire il faut lui montrer qu'il va gagner de l'argent. Injecter des hôtels, injecter des restaurants, injecter toutes les activités de loisirs qui accompagnent. Parce que le touriste, il n'a pas besoin que les murs des monuments. Il lui faut tout ce qui va avec. C'est-à-dire, sinon il n'est pas à l'aise, il ne va pas venir. D'ailleurs, beaucoup d'entre eux ne viennent pas pour ça, pour ces structures d'accompagnement, parce qu'ils sont mal à l'aise. Donc le privé est intéressé. Certains privés, surtout la jeunesse, même les start-up, ils sont intéressés à récupérer des bâtiments, à les acheter, bien sûr, à condition que l'État prenne en charge les occupants. Parce que dans la majorité partie des cas, c'est des squatteurs qui n'ont pas de papier, etc. Donc, ils demandent à l'État de déloger les gens, ils récupèrent le bâtiment, ils le restaurent, ils en font une activité économique et très utile. C'est le cas actuellement, c'est en discussion à Alger, c'est en discussion un peu ailleurs aussi, et bien sûr en respectant la loi sur le patrimoine. Donc aujourd'hui, le manque d'argent, j'allais dire... Ça peut être pallié autrement, oui, notamment en ayant recours au privé. Avec aussi les prêts bancaires, les montages financiers, la CNL. Il y a des possibilités aujourd'hui pour investir ce créneau. Il faut les chercher. C'est un créneau qu'il faut développer. Alors, Ça, c'est des sites vivants. On n'a pas parlé des sites morts. Ce qu'on appelle, nous, les sites morts, c'est les sites archéologiques. Oui. Tipaza, Timga, Djemila, Qalat ibn Hamad, etc. Tous ces sites-là, on en a 5 qui sont classés au patrimoine mondial. Tipaza, Djemila, je viens de les citer. Et puis ceux-là, ils ont aussi une autre problématique. C'est des grandes surfaces qui varient de 60 hectares à 120 hectares. Et qui ne sont pas mieux gérés non plus. Ils sont sous pression. Des villes, ils sont sous pression, ils sont encerclés par de l'urbain qui font de la pression pour rentrer à l'intérieur. Il y a beaucoup de transgressions qui rentrent à l'intérieur, ils ne sont pas protégés. Mais justement, vous parlez de classement, que ce soit au niveau national, local aussi, puisqu'il y a des classements qui peuvent être faits au niveau local et international. Pourquoi ces procédures de classement n'offrent pas forcément la protection que l'on peut imaginer sur des sites notamment archéologiques qui sont parfois abandonnés? Alors, il faut le dire. La loi est claire, elle n'est pas mise en œuvre. C'est ça le problème. Avec la loi, elle dit, elle définit les choses, elle décline les responsabilités de chacun, les services de sécurité, la mairie, c'est eux les premiers défenseurs. C'est-à-dire qu'elle n'est pas mise en application, on laisse les gens faire, après on vient après que ça soit fait. Et généralement, ça se passe le week-end, ça se passe la nuit, ça se passe les dépassements. Vous voyez? Et donc, pour venir démolir une maison à quelqu'un, pour venir... alors, ils ont peur de la révolte, ils ont peur des soulèvements, il ne faut pas avoir peur. Mais alors justement, la pertinence de toute la stratégie en matière de préservation du patrimoine se mesure sur la base de nos lois, justement. Vous êtes en train d'en parler. On parle d'un arsenal juridique solide concernant... Il y a beaucoup de lois qui sont censées protéger notre patrimoine. Mais, selon beaucoup de spécialistes, un arsenal qui n'est pas connecté avec la réalité des choses sur le terrain. Est-ce qu'il faudrait réadapter, revoir ces lois? Alors, il n'est pas connecté peut-être avec la réalité, mais il n'est pas aussi connecté avec d'autres instruments de gestion du territoire. Les structures. Ben oui, parce que nous avons l'urbanisme, nous avons le PDO, le POS, nous avons d'autres instruments, et c'est là qu'il n'y a pas connexion. Tout à l'heure, on parlait d'absence de coordination entre les secteurs.
C'est normal qu'une DUCH travaille avec une direction de culture. C'est-à-dire, le DUCH, il programme sa ville, il bâtit sa ville, mais il doit savoir quelles sont les zones protégées, quels sont les périmètres de sécurité, quels sont les gabarits qu'il doit respecter, et tout ça, ça ne se fait pas. C'est ça le problème. C'est-à-dire que chacun a son texte, chacun a son loi, il l'applique. Et chacun défend son pain. C'est ça. Donc, et ça doit disparaître. Il y a une espèce d'anarchie juridique, en fait, quelque part. D'anarchie, oui, d'anarchie fonctionnelle plutôt. Parce que l'anarchie juridique, quand il y a une légifération de textes, et les choses sont connectées. Au SGG, ils ne font pas n'importe quoi. Les textes sont connectés. Quand un texte passe, ils font... Parce qu'il n'y a pas trop de textes, c'est ce que je veux dire. Non, ils rassemblent tous les ministères pour donner leur avis sur un texte. C'est-à-dire tout le monde sait qu'il y a la loi sur le patrimoine. Et maintenant, les exécutants des instruments sur terrain ne suivent pas, ne travaillent pas ensemble. Alors, en parlant justement de votre action au niveau de l'OCGP, vous êtes présent sur 32 wilayas au niveau national. Pourquoi seulement 32 ? 32, parce que les autres parties sont occupées par d'autres offices. D'accord, la vallée du Mzab, par exemple, elle a son propre office, l'office de la vallée du Mzab. Les parcs... Mais vous êtes un office national? Oui, les parcs sont gérés par l'office du parc du Tassili, l'office du parc de la Hagar. Il y a aussi 3 autres parcs qui sont sur le tel, celui de Tindouf, celui d'Adrar et celui de l'autre côté. Et bien sûr, il n'y a pas chevauchement. On travaille ensemble et nous avons pris les endroits qui ne sont pas pourvus, qui n'ont pas de parc. Là où il n'y a pas les parcs, là où il n'y a pas les autres, on y est sûr. On a des parties où on chevauche, où on travaille ensemble. Vous comprenez? Voilà. Sinon, pourquoi 32? C'est ça. Qu'est-ce que cela implique que vous soyez sur 32 wilayas? Quelles sont vos actions concrètement? Alors, en 2007, on était sur 26 wilayas. Donc, de 2007 à maintenant, on a évolué, on est sur 32, et là, on va sur Omleboari, on va sur Tsimsilt, on va sur Mascara, on va sur Elisen, des nouveautés. Il y a beaucoup de richesses patrimoniales là-bas. Il faut absolument... Alors, la première chose qui nous bloque, c'est l'absence de siège. C'est-à-dire, pour que je puisse mettre une antenne dans une wilaya, il faut que je puisse avoir des locaux. Parce que je fais du service public. Ça, on n'en a pas parlé au départ. La mission de l'Office, c'est 80% de service public et 20% du commercial. Donc les gens, les collectivités locales et les walis, quand on s'adresse à eux, ils nous voient comme une EPIC, une entreprise à caractère commercial. Vous avez de l'argent, vous êtes EPIC, allez louer. Comment? Je viens faire du service public dans la wilaya, protéger des monuments de la wilaya. Vous devez m'ouvrir et m'aider à avoir des locaux. Tout de suite, c'est le recrutement local. Local. Tout est local. C'est-à-dire, après, on ne ramène pas des gens d'Alger pour travailler à je ne sais pas où. Il y a beaucoup de chômeurs à l'intérieur des wilayas. Surtout certains profils, les archéologues, les historiens, qui ne trouvent pas de boulot à l'intérieur du pays. Et nous, on leur offre ce boulot à condition qu'on nous accompagne, qu'on nous ouvre les portes, et c'est tout. Donc, une fois que vous ouvrez une antenne dans une wilaya donnée, qu'est-ce qui se passe? Vous commencez à rechercher donc les sites, enfin, ils sont souvent connus. Ils sont connus, mais on fait quand même un balayage de tout le territoire de la wilaya. On identifie les monuments qui sont connus, qui sont déjà enregistrés, et on identifie surtout ce qui n'est pas connu. Ce qui est apparent, parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont sous terre aussi. Oui. Ce qui est apparent, alors on les identifie, on essaie de planifier, de monter des dossiers de classement pour classer ce qui ne l'est pas. D'accord. On essaye aussi de faire des fiches techniques pour évaluer combien ça coûte, de les clôturer, de les protéger, parce que ça coûte un argent énorme. Vous imaginez un site comme Timgad, c'est 7 km de clôture. Oui. Alors, la clôture, ça ne suffit pas. Il suffit d'une paire de tenailles et vous rentrez. Et donc là, il faut aussi tout un système de vidéosurveillance, d'infrarouge la nuit. Quels sont les sites qui sont surveillés de cette manière-là? Bon, les grands sites classés au patrimoine mondial, par exemple. Mais il y a aussi de grands sites qui ne le sont pas. Il y a des sites, Tébessa, Sougahalas, qui sont protégés, mais il y a d'autres sites qui sont encore sans clôture ou alors des clôtures complètement défoncées. Quels sont les sites aujourd'hui ou monuments qui ont un besoin urgent de préservation et de protection et qui ne sont pas... Il y en a beaucoup. Qui sont dans l'oubli. Il y en a beaucoup. Je peux vous dire qu'il y en a beaucoup. C'est important. Imaginez un peu une bande de 500 km par rapport à la côte. Toute la bande, elle est archi pleine de patrimoine. Il y a peut-être même des endroits qui ne sont pas du tout connus. Que des fois, des citoyens se présentent à nous,
carrément. Ils me disent, voilà, j'ai vu un mur comme ça, on dirait qu'il est ancien, on se déplace, on fait l'inspection, et on y va, on le localise par le GPS et tout ça, et on identifie, les recherches se déclenchent. On n'est pas seul. Il y a le Centre national d'archéologie qui fait un travail aussi sur le territoire, le CNRPH qui touche tout ce qui est préhistoire, anthropologie, etc. Et puis il y a d'autres secteurs, il y a les parcs aussi ils sont en train de faire un travail extraordinaire pour la localisation non seulement du patrimoine culturel, mais également tout ce qui est naturel. Alors il y a, vous avez parlé de dépassement. Par des citoyens, hein, des dérives sur les sites archéologiques, notamment, on a pu le voir parfois et c'est vraiment triste. Oui, on a pu voir des images très tristes sur des sites importants. Mais il y a aussi des comportements de la part de, par exemple, d'entreprises de téléphonie qui installent des radars, enfin plutôt sur des sites historiques, des relais. Voilà, c'est le mot que je cherchais. Des relais téléphoniques sur des sites importants. Est-ce que vous agissez immédiatement? C'est fini, tout ça. On les laisse plus. Ça n'arrive plus, ça? Il y a aussi des travaux parfois, des travaux qui sont engagés sur des sites importants. Il n'y a pas que la téléphonie, il y a l'hydraulique. Ce sont des exemples. Tout le monde, les travaux. Alors justement, comment réagissent les secteurs? On bloque. On arrête, on bloque. Vous avez cette prérogative de bloquer? On bloque. Bien sûr, on saisit le ministère immédiatement. Nous avons une direction de la protection légale du patrimoine qui agit, le Wali est saisi immédiatement. Après, on commence à négocier. Quand il y a nécessité, utilité, etc., on se propose d'accompagner ces projets. C'est l'exemple de la place des Martyrs. La place des Martyrs, c'est le métro. Le métro, il passe sous-sol. Dans le sous-sol, il y a 2000 ans d'histoire. Et on s'est proposé en 2008 d'accompagner ce projet. C'est pour ça qu'il y a une station musée. Et ils ont compris. En 2008... Elle n'y est pas encore. Elle n'y est pas encore. La station musée, on va y revenir. Une partie est exposée. Sur son avenir. Une partie. Alors, juste un mot sur aussi, vous avez parlé des citoyens qui vous accompagnent parfois pour peut-être identifier certains sites que vous n'avez pas pu remarquer. En montagne, des fois. Hein. En pleine montagne, il y a des morceaux. Ils sont les mieux placés parfois pour connaître même l'histoire des sites et des monuments. Malgré tout, l'État reste le seul acteur prépondérant dans les opérations de conservation. Il est le décideur, le législateur, le pourvoyeur de fonds, l'exécutant. Est-ce que ce n'est pas aussi une façon d'exclure le citoyen qui pourrait jouer un plus grand rôle dans la préservation du patrimoine? Est-ce qu'il n'y a pas moyen de l'inclure et en même temps d'éveiller les consciences sur le patrimoine? Très bien, on l'a évoqué tout à l'heure. Quand les mairies sont absentes, 1541 communes, d'accord, sur le territoire, les élus locaux qui viennent du peuple, sont élus du peuple, c'est des citoyens, n'agissent pas. C'est normal que l'État fait. Voilà pourquoi l'État fait tout. D'accord? Les élus locaux peuvent aussi faire localement. Nous avons aussi des actions du mouvement associatif. Là, qui commence vraiment à grossir dans ce domaine. Beaucoup d'associations sont en train de se former, défentrices de patrimoine, de monuments, etc. Ils organisent des colloques, des rencontres, des randonnées, des périodes de nettoyage de sites, etc. Il y a des actions. Elles sont encore faibles par rapport à notre potentiel, mais c'est tout ce beau monde. Moi, je pense que si vous allez dans n'importe quel pays au monde, ça commence à la mairie. Ils ont un service patrimoine. Dans la mairie. Nous en avons aussi au niveau Non, la mairie, non. La mairie, non. Il n'y a pas de service. Au niveau des wilayas, peut-être. Peut-être que dans les wilayas, il y a le directeur de culture. De culture, absolument. Mais la mairie n'a pas. Elle a le service d'urbanisme, elle a le service technique, elle a le service d'hygiène, mais elle n'a pas le service patrimoine. Ailleurs, le service patrimoine, il est dans la mairie. Et les architectes du patrimoine sont dans la mairie. Mais est-ce que ce n'est pas aussi un problème de médiatisation? Lorsqu'on parle du simple citoyen et non pas d'un élu, il faut médiatiser. Voilà, il faut médiatiser. On communique très mal. Pour dissiper aussi certaines ambiguïtés. On a pu le voir notamment avec la statue de la Fawara de Sétif. Cette agression sur cette c'est pas la première, statue, qui n'est pas la première. D'ailleurs, je ne sais pas si vous pouvez nous en donner des nouvelles de cette statue. Oui, c'est la troisième. Elle a été déjà attaquée en 97. Il y avait une bombe qui l'a déchiquetée complètement.
un colis piégé. Et puis en 2004 aussi, il y a eu une action. Et la dernière, c'est celle-là qui a eu lieu. Elle est en cours de restauration. Oui. Par des équipes algériennes, architectes algériens, des monuments historiques, formés en France. Ils sortent de Chaillot. Et donc, ils sont en train de restaurer. On est à la fin. Bientôt, elle va être inaugurée. Peut-être même à l'occasion de l'ouverture du mois du patrimoine. Et donc, certains le mois en cours. ont dit qu'il fallait qu'elle rentre dans le musée. Si on faisait ça, il y a des dizaines de milliers de statuettes qui se trouvent dans les rues, qui font partie du paysage urbain. Donc ça fait partie du patrimoine. Qui font partie de l'identité algérienne. Voilà. Et puis tout le reste, tout ce qui est politique ou idéologique, ça ne m'intéresse pas. On va revenir à la Casbah d'Alger, puisqu'on sait qu'il y a un plan spécial pour la Casbah, pour la préservation de la Casbah. Alors la citadelle d'Alger, vous en avez parlé, les janissaires, quartier des janissaires, pardon, les poudrières, les palais des beys, les casemates, la muraille de la Casbah. Vous avez souvent parlé de ce plan d'action pour la préservation de la Casbah, et vous avez dit qu'il faudrait au moins se projeter sur une dizaine d'années. Oui, Barcelone, c'est 20 ans. Barcelone, c'est 20 ans. Rome, c'est 30 ans. C'est-à-dire que dire qu'on restaurait... Et où est-ce qu'on en est aujourd'hui? On est à mi-chemin de ce délai? Disons, on est à 30%. Le plan, on l'a. C'est-à-dire comment faire, les règles. Il nous manque maintenant des projets ponctuels. Maintenant, il faut zoomer, parce que le plan, il est urbain. Il est à l'échelle du millième, à l'échelle du 500e. Après, on prend des bureaux d'études et pointe, ils zooment sur des entités patrimoniales. Et pour la Casbah, il y a maintenant le projet passé à la wilaya, mais nous sommes assistants de la wilaya d'Alger pour justement pas diriger ce plan. Il y a 33 lots, elle est divisée en 33 parties. Chaque lot a 5, 6, 7 maisons, un peu plus. Des fois, il y a des palais dedans, des fois, il y a des mosquées, ça dépend. C'est des morceaux de tissu, d'accord? Et chaque morceau de tissu a un bureau d'études, a un chef de projet qualifié par le ministère de la Culture. Maintenant, on en est à 92 des chefs de projet qualifiés. Et c'est encore peu par rapport à un territoire de 2,3 millions de kilomètres carrés par rapport au patrimoine. Et donc, il y a des chantiers en cours. Il y a 5 opérations en dehors de la citadelle. Il y a 5 opérations, 5 groupements qui ont commencé. Le palais autour du Hassan Pacha, Kechaoua, vous l'avez vu. Il y a sur la rue de la Lyre, la rue Slimani. Il y a autour de la maison Bouhirat, de tout le pâté de maison. Il y a le Barani, Djem Barani, son environnement. Et là, on compte à partir de ces points-là que ça fasse tache d'huile. Parce que dans la Casbah, il y a 1816 bâtisses, construction, d'accord? Et sur les 1816, à peu près les 60% sont dans un état de dégradation très avancé. Et malheureusement, étayé, parce que nous avons étayé 717 maisons. Alors, je voudrais expliquer ce que c'est qu'étayer sur le plan architectural. Étayer, ça veut dire de mettre des poutres métalliques ou en bois. Pour renforcer, pour stabiliser les structures, pour que ça ne tombe pas. Parce qu'avant les étayements, avant 2008, les maisons tombaient chaque semaine. Chaque semaine, on entendait, allez, ça tombe, ça tombe, ça tombe. Des fois, les gens les faisaient tomber. Vous savez que des squatteurs étaient là pour être relogés, font tomber les maisons. Carrément, même si elles sont étayées, c'est-à-dire avec des bouts de bois et tout ça, comme vous dites, eh ben, la nuit, il vient ici, le madrier, et il programme la destruction de la maison pour qu'il puisse être relogé. Et maintenant, les autorités la complexité de ce projet, justement. ne marchent plus dans ça. Maintenant, on connaît tout ça. On connaît le nombre de maisons, les populations qui existent, 52 000 habitants. Le tiers est propriétaire, le tiers locataire, le tiers squatteur. On les a identifiés, on sait qui est quoi. Qui a déjà eu des logements, parce que c'est des businessmen aussi. Oui. Et des gens qui utilisent ça depuis l'indépendance. Alors, rapidement, on en arrive donc à la dernière question par rapport à la station musée. Vous l'avez évoqué tout à l'heure. Certains disent qu'elle ne verra pas le jour, alors qu'elle était annoncée avec donc le projet carrément de la station de métro. C'était des projets qui devaient aller ensemble. Finalement, vous avez évoqué des problèmes techniques ou de financement aussi. Quand est-ce qu'on aura cette station musée? Technique d'abord. Alors, nous avons fouillé à la place des Martyrs 3500 mètres carrés. D'accord? Pour justement savoir, connaître tout le potentiel archéologique qu'il y a à la place des Martyrs. 2000 ans d'histoire. Phéniciens, romains, islamiques,
Beni Mzranna, Oui. etc., etc. Sur 7 mètres et demi, 9 mètres parfois de couche, de hauteur. De profondeur, oui. Nous avons en 2008 arrêté le projet du métro qui était programmé en 2008, c'est-à-dire une station à ciel ouvert. Alors, rapidement, hein, parce que nous n'avons plus le temps On l'a de arrêté, revenir on sur a tout modifié la station, toute la elle est mécanique du projet. descendue plus bas, 34 mètres de profondeur. Elle prend moins de place sur la place. On lui a donné exactement la surface de l'ancien hôtel de la Régence, là où il n'y a plus d'archéologie. D'accord. C'est là qu'ils sont descendus. Après, on a programmé qu'il y ait notre projet et le leur. À un certain moment, on a fini notre travail. Maintenant, on a mis en œuvre, c'est-à-dire on a sorti l'ottoman, parce qu'il a 1,20 m. Il reste la partie entre ce qui est fouille archéologique apparent et le métro. Cette partie-là va se faire plus tard. Plus tard, vous avez donné un délai. Il faut de l'argent, il faut ans. la planification. 2-3 ans Donc au moins. c'est une espèce de dalle qui va venir, sous laquelle vous pouvez rentrer à 3-4 niveaux connectés avec le métro. Sur 2-3 ans au moins. Je ne peux pas vous annoncer de date. Vraiment pas. C'est un projet qui est programmé. Donc les peut-être autorités. plus long Je que pense 3 ans. qu'un peu plus long. Un peu plus long. Monsieur Abdelwahab Zekal, je rappelle que vous êtes le directeur général de l'Office national de gestion et d'exploitation des biens culturels protégés. Merci pour vos éclairages ce soir. Merci. Merci à vous également de nous avoir suivis. Je vous rappelle que l'émission vous sera proposée en replay sur notre page Facebook, notre invité Canal Algérie. Elle sera rediffusée demain après le journal de la mi-journée. Excellente suite des programmes sur notre chaîne. Bonsoir.